Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bague de Smith. Je vais vous en introduire les caractéristiques de base et je vais vous montrer ensuite un outil en ligne qui permettra d'expérimenter un petit peu. Alors déjà, la bague de Smith, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? La bague de Smith, c'est cette figure-là que vous avez sûrement déjà vue et ça permet de représenter des impédances. Ni plus ni moins, ça permet de mettre des impédances sur un disque. Alors, on parle d'impédance normalisée ici, hein, on parle pas de n'importe quelle valeur d'impédance. Ça veut dire que chaque abaque de Smith représente en fait un système par rapport à une impédance caractéristique. Bon, de manière générale, l'impédance caractéristique étant de 50 ohms, en fait l'abaque il est calibré par rapport à 50 ohms. Donc les impédances qu'on va y indiquer, c'est les impédances normalisées. Donc on va prendre une impédance, on va la diviser par l'impédance caractéristique et on pourra ensuite la mettre sur cette abaque. Alors comment ça marche? Revenons un petit peu aux bases. Une impédance, c'est une partie réelle qui est en gros une résistance qui est forcément positive et une partie imaginaire qui peut être plutôt inductif si c'est positif ou plutôt capacitif si c'est négatif. Euh, L'intérêt de la bague, c'est qu'en fait on va représenter toutes les valeurs possibles d'impédance sur un disque. Donc en fait on va venir recourber ces courbes-là sur un disque et on va pouvoir représenter toutes les valeurs possibles d'impédance. Alors, je ne vais pas vous montrer mathématiquement comment ça fonctionne et comment on les fabrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir deux types de cercles sur cette abaque. Les cercles le long de l'abscisse, ou le long en tout cas de la ligne horizontale, qui vont être les cercles de résistance constante. Ok? Donc là, vous avez un petit peu différentes valeurs. Et ensuite, on va avoir des cercles le long d'une droite qui est tangente à la bague qui vont représenter les réactances constantes, avec euh, au-dessus de l'abscisse les réactances qui vont être positives et en dessous les réactances négatives. Voilà. Donc là, sur la droite, on a bien des cercles qui se forment et en fait, on va avoir simplement une petite partie du cercle ou du disque de ces disques-là qui vont être contenus dans la bague. Et juste pour info, tout ce qui est en dehors de la bague, ça n'existe pas parce que ça correspond à des résistances négatives. Alors, si je reviens sur la bague, donc là, on retrouve bien les éléments que je viens d'indiquer. De manière générale, quand on présente un abaque, on a aussi deux autres choses qu'on peut voir. On va avoir ici, sur l'extérieur de la bague, des graduations, donc je vais vous montrer ce que c'est. Et en bas, on va avoir des éléments que j'ai déjà présentés, qui sont le SWR, le return loss, le coefficient de réflexion, et de l'autre côté, plutôt des éléments liés à la transmission. Donc ça aussi, je vais vous montrer comment on fait le lien entre ce qu'on va avoir sur la bague et ces grandeurs-là. Pour ça, je vais prendre un exemple. Je vais me mettre dans le cas où j'ai une impédance de charge, par exemple, qui vaut Z égale 75 plus J25. Je vais normaliser cette impédance par rapport à 50 ohms, hein. On va dire que le système est sur 50 ohms. Ça va me donner une impédance réduite qui vaut 1,5 plus J0,5 ohms. Donc comment je vais placer ça? On a vu que ici, sur cette droite-là, on avait toutes les valeurs possibles de résistance. Donc en fait, ici, je vais avoir des cercles même, de résistance constante. Je vais trouver le cercle de résistance 1,5, que je vais mettre en rouge. Donc le cercle de résistance 1,5, il est là. Donc en fait, toutes ces impédances-là ont des résistances de 1,5 avec du coup des réactances qui peuvent être de toutes les valeurs possibles. Sauf que nous, l'impédance qui nous intéresse, c'est celle pour laquelle la réactance vaut 0,5. Donc on est plutôt sur un système inductif.
on va lire les valeurs de réactance ici sur l'intérieur des graduations extérieures. La partie du haut, ça va être les inductances, la partie du bas, plutôt les capacités sur des modèles série. Donc si je me mets sur la valeur 0,5 qui est ici, donc ici j'ai bien la bonne réactance, et si je fais coïncider les deux droites, je vais me retrouver avec mon impédance réduite qui vaut ici, c'est petit z, qui vaut 1,5 plus J0,5 sur la bac. Voilà, donc ici j'ai mon impédance. Voilà, placer une impédance sur la bac de Smith, c'est relativement simple. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette ABAC? Je vais vous montrer quelques trucs de base qui sont intéressants et qui permettent, sans faire de calcul, très rapidement de trouver des valeurs intéressantes. Si je pars du centre de la BAC, alors je l'ai pas dit, mais le centre de la BAC, en fait, c'est quoi? Le centre de la BAC, c'est la valeur 1, avec une réactance nulle. L'impédance pour laquelle l'impédance réduite vaut 1, c'est l'impédance caractéristique. Donc le centre de la BAC, c'est l'impédance caractéristique réduite. Donc en l'occurrence, là, ce serait l'équivalent de 50 ohms. Donc le centre de la BAC, ça représente la résistance 50 ohms. Donc si je prends par rapport au centre de la BAC, que je trace un trait ou une droite qui passe par ma impédance comme ça, bon, à peu près, hein, je me rends compte que je vais venir croiser les graduations qu'il y a sur le bord de la BAC. Déjà, je vais pouvoir lire des choses sur le bord de la BAC. Sur le bord de la BAC, je vais pouvoir lire, donc en fait il y a 4 graduations. Il y a 2 graduations qui correspondent à l'angle de réflexion, à l'angle de transmission, je vais vous dire après ce que c'est, et les deux de l'extérieur sont donnés à gauche, la longueur d'onde vers la charge et la longueur d'onde vers le générateur. Donc on va commencer par expliquer l'angle de réflexion qu'on trouve ici. Alors, c'est assez explicite. En fait, l'angle de réflexion va correspondre à l'angle du coefficient de réflexion. Donc, le coefficient de réflexion, donc c'est une valeur complexe qui va être composée d'un argument et d'un module. Donc, l'argument, on va directement pouvoir le lire ici. Et le module, en fait, ça correspond directement à ce segment entre le centre de la BAC et le point de notre impédance. Donc, le coefficient de réflexion, qui est un nombre complexe, vaut, donc ça vaut ρ, qui est cette longueur-là, hein, je peux l'appeler comme ça, exponentielle de j, et là, on va retrouver l'argument qu'on va lire là, et on va l'appeler θ. Alors, θ, c'est assez simple, parce qu'on le lit directement, et là, il vaut à peu près 33. On va dire que θ égale 33 degrés. Et pour les ρ, c'est pas beaucoup plus compliqué. On va prendre cette longueur-là, qui s'appelle ρ, et on va la reporter en bas du diagramme. Donc j'ai déjà tracé la courbe, enfin tracé en tout cas le segment ici, ce qui permettra de faciliter les choses, puisque j'ai pas de règles sur mon écran. Et en fait, par rapport au centre ici des segments, on va pouvoir mesurer un peu toutes les données qui nous intéressent. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le coefficient de réflexion. Alors, la définition, c'est le coefficient de réflexion par rapport aux tensions. Donc on va prendre ici là, cette graduation, et on va trouver une valeur qui est de à peu près 0,28. Donc le module de notre coefficient vaut 0,28. Donc ρ égale 0,28. Voilà, donc notre coefficient de réflexion, quand on se met devant notre charge,
vaut 0,28 exponentielle de J33 degrés. Donc la vague de Smith, on voit bien que c'est assez pratique quand on a une charge pour pouvoir la caractériser. On voit aussi qu'on a les équivalents par rapport aux autres grandeurs qu'on a déjà vues. Rapidement, si vous voulez vous rappeler de ce que c'est. Le coefficient de réflexion, de manière normale, il est donné entre la tension réfléchie par rapport à la tension incidente. On a le coefficient par rapport aux puissances aussi, hein, je l'ai dit. On a le return loss, qui est simplement en gros la version logarithmique du coefficient de réflexion. Donc c'est dit log 10 de la puissance réfléchie sur la puissance incidente. Alors attention, des fois il est exprimé puissance incidente sur puissance réfléchie, et des fois c'est l'inverse. En fait, ce qui vous permet de savoir dans quel cas on est, c'est le signe. Donc si le signe est négatif, c'est que on est sur la puissance réfléchie par rapport à la puissance incidente, et si le signe est positif, c'est que c'est l'inverse. Bon, là, pour le coup, c'est l'inverse puisqu'on est sur des valeurs positives. Et le SWR qui vaut VI plus VR sur VI moins VR, avec VI la tension incidente et VR la tension réfléchie. Donc on a une impédance, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Premier exercice. Mettons que mon impédance là, ce soit une antenne. C'est-à-dire que j'ai une antenne sur mon système, et pour faire le lien entre mon antenne et mon système, je vais mettre un câble coaxial de 50 ohms. La question est, quelle valeur d'impédance va avoir mon système? Donc j'ai représenté ça comme ça. Mon câble coaxial, on a dit qu'il était sur l'impédance caractéristique, et il fait une longueur L. Bon, pour faire simple, j'ai pris une longueur L qui valait 10 cm. Donc la question est, comment je peux faire cette mesure sur la vague de Smith? Donc j'ai mon impédance ici, et ce que j'ai vu sur la gauche, c'est que j'avais un truc qui était la longueur d'onde vers le générateur. Donc concrètement, si j'ai une charge et que je me déplace sur une ligne de transmission vers le générateur, en fait c'est l'équivalent de faire une rotation dans ce sens-là sur la vague. Donc c'est ce qui est indiqué ici, hein. Et si j'étais au niveau de la charge, par exemple je fais une mesure, si je fais une mesure ici, et que je connais l'impédance Z2 mais que je veux connaître la vraie impédance de l'antenne, ben en fait je me déplace vers la charge. Donc en fait je tournerais sur la bague dans l'autre sens. Donc si je faisais ça, je tournerais dans l'autre sens, dans le sens trigonométrique, hein, l'autre c'est le sens horaire. Donc je tournerais dans le sens trigonométrique pour partir du générateur vers la charge pour connaître la valeur de l'impédance de la charge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai dit qu'il fallait tourner dans le sens horaire si je veux partir de la charge vers mon système, vers mon générateur. Et je vais tourner de quel angle? Alors, les graduations ici qu'on voit, donc on a dit que c'était les longueurs d'onde. La longueur d'onde, je vais redonner son expression, la longueur d'onde c'est lambda, qui vaut C sur F. Bon, alors, je suis désolé, je vais faire un truc que je devrais pas faire, mais on va considérer que c'est 3 10 puissance 8. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, normalement, on est dans du cuivre, et dans du cuivre, on est plutôt à 2 10 puissance 8. On est à 2 tiers de la vitesse de la lumière dans du cuivre, à peu près. Mais l'avantage, si je fais ça, c'est que si je prends une fréquence de travail ici, donc je dis que l'antenne, elle récupère un signal à 300 MHz, je vais avoir une longueur d'onde de 1 mètre. Ma longueur d'onde vaut 1 mètre. Et ici, en fait, c'est des ratios de lambda que je vais lire ici sur le tour de la bague. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le tour de la bague complet, ça vaut 0,5, dans les deux sens évidemment. Donc un tour de la bague, c'est 0,5 lambda. Pour rappel, lambda sur une onde sinusoïdale, c'est la longueur géométrique de cette onde. Donc ça c'est lambda. Lambda sur 2, donc le tour de la bague, c'est la moitié de l'onde. Donc moi ce qui m'intéresse en fait,
c'est de connaître la longueur de mon câble, donc la longueur de mon câble ici. On a dit qu'il faisait 10 cm, donc si je prends une longueur de câble qui vaut 10 cm et que je veux connaître la rotation à faire, comme c'est des rapports de lambda, je vais faire L sur lambda, ce qui vaut 10 cm sur 1 mètre, donc ça vaut 0,1. Et donc simplement, je vais récupérer la valeur que j'ai ici, qui vaut 0, là à peu près 0,204, qu'on peut lire là sur la partie extérieure, parce que la partie extérieure c'est quand on part de la charge et qu'on va vers le générateur. Je vais tourner dans ce sens. Donc comment on se rappelle de ça? Ben, c'est écrit sur la gauche, qu'il faut tourner dans ce sens-là. Donc dans ce sens-là, pour aller vers le générateur, hein, puisqu'on est sur la charge. On peut aussi le lire en bas, ici. Donc, je vais tourner dans ce sens-là, d'une longueur L. Donc une longueur L, ça correspond à un rapport de 0,1. Donc, si j'ai 0,204 au début, je vais arriver à 0,304 quand j'aurai fait ma rotation. Donc 0,304, c'est ici. 0,304, c'est ici. Donc maintenant, je vais tracer un segment entre le centre de la bac et cette valeur-là. Je vais, donc comme le câble coaxial est adapté, en fait je vais garder le même coefficient de réflexion sur la charge finale. Bon, on considère qu'il n'y a pas de perte dans le câble. Donc en fait je vais simplement faire une rotation à rayon constant de cet angle-là. Et je vais me retrouver avec ici une impédance, alors je peux pas faire la mesure en live, hein, ça, voilà. Je vais me retrouver avec une impédance, si je garde ça constant, qui va être à peu près ici. Voilà. Donc ça, c'est ZE. Donc pour rappel, ZE, c'est bien l'impédance que je vais lire à l'entrée de mon système. Donc ZE, ici, ça vaut à peu près 1,45 et moins 0,6. Donc ZE égale la valeur que je lis, ZE égale 0,45 moins 0,6 moins 0,6J. Voilà. Alors là, la valeur qui va vraiment m'intéresser, c'est celle que je vais dénormaliser. Ok, donc je vais multiplier par l'impédance caractéristique. Donc je vais l'écrire quand même. Donc égale Z2 fois Z0. Et ça, c'est égal à 73 moins J30. Et là, on est en ohms. Voilà. Donc à l'entrée de mon système, donc en fait à la sortie de mon émetteur par exemple ou à l'entrée de mon récepteur, donc à ce niveau-là, je vais avoir une impédance ramenée qui va être égale à, on va être sur 73 ohms moins J30, sachant qu'à l'entrée on avait 75, on était sur 75 ohms plus J25. Donc vous voyez, l'impédance, quand on va simplement mettre un câble, elle va varier. Et cette variation, si on est sur un câble adapté, ça correspond simplement à une rotation autour du centre de la bac. Alors je vais faire un deuxième aussi exercice qui va être un petit peu différent. Je vais me mettre sur la même impédance, donc on était sur 1,5 et 0,5. Voilà, donc là j'ai remis la valeur d'impédance Z, impédance normalisée Z, et on va mettre ici, à la place de mettre ça, on va mettre une inductance. Alors, je vais mettre une impédance qui vaut à L oméga, donc on a dit que oméga c'était 2pi fois 300 MHz.
on va dire, alors je vais le dire un peu au pif, que ça vaut 30 ohms. J'ai complètement au hasard. 30 ohms. Donc 30 ohms, là va falloir le normaliser. Donc 30 ohms ça vaut 0,6. Alors, comment on va traduire ça sur la VAC? On a notre impédance qui est ici. Si on rajoute en série une inductance, on va pas changer la partie réelle de l'impédance. C'est-à-dire qu'en fait, on va rester sur ce cercle-là. Ok? On reste sur ce cercle puisqu'on ne touche pas à la valeur résistive. On ne rajoute pas de résistance. Si on reste sur ce cercle-là, en fait, j'essaie de vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner après quand on va rajouter des composants passifs autour de notre charge. Et in fine, ça servira pour l'adaptation d'impédance. Donc notre impédance Z, on va lui rajouter, donc on l'a dit, 0,6. Donc simplement, là je suis à 0,5, je vais rajouter 0,6, donc ça va faire 1,1, et 1,1, c'est ici. Donc si je rajoute une impédance qui vaut J0,6 à mon impédance de départ, je vais me retrouver ici. Voilà, donc mon impédance globale, elle va être là. Ok, donc là je considère que, donc là c'est la valeur que je vais lire ici, je vais avoir une impédance d'entrée équivalente qui va être, pardon, je retrouve, qui va être celle-là, c'est-à-dire, ah non, 1,1 j'ai dit, pardon, ici. Donc là, en fait, on a fait une rotation dans ce sens-là, puisqu'on a ajouté une inductance. De la même manière, si en série je venais rajouter une capacité, je tournerais dans l'autre sens, ok. Si après il y a aussi, alors bon, ça je vais peut-être pas le montrer tout de suite, mais on a la même chose avec le fait de rajouter des éléments en parallèle. Donc là je vais le montrer peut-être avec l'outil en ligne, et dans les prochains cours on verra aussi pourquoi est-ce que ça marche comme ça quand on fera les calculs. Donc là, on a bien, alors je pense qu'on a fait le tour, on a vu ce qu'avait comme impact l'ajout d'une ligne de transmission. Si on rajoute une inductance, on va tourner dans ce sens, une capacité, on va tourner dans ce sens. Si on rajoute des éléments, non pas en série, mais en parallèle, en fait, on va tourner autour ici de cercles qui sont des admittances. Je vais vous les montrer sur le logiciel. Et grâce à toutes ces opérations-là, on va pouvoir après faire des calculs ou des interprétations géométriques qui permettront de faire de l'adaptation d'impédance. Alors, on va switcher d'outil maintenant. Ça, c'est un outil en ligne que vous pouvez retrouver à l'adresse quicksmith.online, vous l'avez en haut. C'est un outil assez simple et qui permet de faire rapidement de l'adaptation d'impédance. Alors, sur cet outil, il faut commencer par préciser à quelle fréquence on travaille. Ici, je travaille à 100 MHz. Pour reprendre mon exemple, on va se mettre à 300 MHz. Ensuite, il faut bien se mettre en tête que ça, c'est à l'envers par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Ça, c'est l'impédance de charge. Nous, d'habitude, l'impédance de charge, elle est à droite. Ici, elle est à gauche. Voilà, faut juste se faire le miroir dans la tête, hein. Là, c'est simplement inversé. Mon premier exemple, j'avais ma charge qui valait, on avait dit 75 ohms, plus 25 ohms. On était ici. On a rajouté une ligne de transmission. Donc là, vous avez différents types de composants que vous pouvez rajouter.
vous avez les trois composants de base, hein, des résistances, des inductances, des capas, que vous pouvez mettre ici soit en série ou soit en parallèle. Vous avez aussi des stubs et d'autres éléments qu'on verra peut-être plus tard, des fils, et des lignes de transmission que vous avez là en bas à droite. Je vais mettre une ligne de transmission. Donc, ma ligne de transmission, on a dit c'est un câble coaxial de 50 ohms, qui faisait une longueur, on va calculer après, donc on a dit que c'était une longueur, je sais pas si je l'ai noté, donc je l'ai pas noté, je vais regarder ça directement. J'ai dit qu'elle faisait 10 cm, ça fait 4, à peu près. Donc, la longueur, ici, elle est de 4 inches. Donc, normalement, si mon interprétation de tout à l'heure, elle était bonne, je vais avoir la même valeur. La valeur de sortie, je vais la lire ici. Et là, je lis 71 ohms moins J27. Tout à l'heure, on avait trouvé 73 moins J30. Bon, on voit que, heureusement, on obtient la même valeur. Maintenant, je vais faire le deuxième cas qu'on a vu. Je vais mettre, à la place de ma ligne de transmission, une inductance. Donc on a dit... Ah oui, mais alors là, il faudrait que je fasse le calcul. Donc on a l'impédance L oméga. On sait que L oméga, on a dit tout à l'heure que ça valait 30 ohms. Enfin, J30. JL oméga égale J30. Donc, pour connaître L, on fait 30 ohms divisé par oméga, sachant qu'oméga égale 2pi fois 300 mégahertz, et on obtient 15 nanohenry. Je vous laisse le faire le calcul si ça vous intéresse. Donc, si je rebascule, une inductance de 15 nanohenry, ok, et là, on devrait retrouver le résultat de tout à l'heure. Donc, on obtient 75 plus 53 J53. On a 75 plus J53. Et il semble bien que c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On peut voir rapidement ce qui se passe maintenant si je viens non pas mettre une inductance en série, mais que je viens la mettre en parallèle. Alors là, à la place, je vais remettre un fil. Donc on obtient bien notre impédance de départ. Je peux mettre une inductance ici en parallèle. Donc je vais mettre la même valeur, 15 nanohenry. Et là, je vais voir que, en fait, j'ai fait une rotation comme ça. Donc là, ce qu'on peut montrer, on peut afficher un truc qui s'appelle les cercles d'admittance. On voit en rouge les cercles de résistance équivalente, enfin de résistance constante, mais en fait, de l'autre côté, on va avoir les cercles d'admittance constante. Et les cercles d'admittance constante, ici, on les a là, et en fait, je vais si je rajoute des éléments en parallèle, donc des inductances ou des capacités en parallèle, je vais me déplacer le long des cercles d'admittance constante. Voilà. Si je rajoute des inductances, je vais plutôt aller... je vais augmenter mon impédance globale. Et si je rajoute une capacité, donc si j'augmente des capacités, je vais diminuer mon impédance globale. Parce que ça marche, c'est l'inverse. L'impédance, la capacité, plus elle est importante et plus son impédance est faible. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On va réutiliser un peu plus cet outil quand on fera de l'adaptation d'impédance. Alors ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que là on travaille à une fréquence. Il y a des outils qui sont capables d'avoir des courbes complètes d'impédance sur une bande passante plus importante. Donc en fait on verrait une courbe ici d'impédance en fonction de la fréquence. Bon là c'est pas le cas. On verra un petit peu si on trouve un autre outil peut-être pour faire de la simulation.
Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, et si vous voulez vous exercer et faire des essais pour voir un petit peu comment ça fonctionne, je pense que c'est une bonne idée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.